d'une critique de la connaissance, mais en même temps qui en élargissent de beaucoup l'acception au-delà du registre très délimité, très contraignant et erroné en ce sens des catégories de la raison, de l'entendement tel qu'il se trouve dans la philosophie kantienne. Donc c'est une critique, on pourrait dire, c'est une critique élargie de l'expérience, du vécu, et qui également ne se borne pas à un examen s'orientant d'une façon également un petit peu limitée simplement dans le cercle d'une sorte de psychologie phénoménologique. La philosophie déborde dans ce sens également tout ce qui peut être considéré comme appartenant simplement aux sciences humaines, c'est-à-dire qu'elle met en question également le problème de la détermination, la définition de l'homme qui se trouve être au centre des problématiques anciennes qui gravitent autour de cette idée qu'est-ce que l'homme. Et sans le déborder totalement, c'est-à-dire c'est bien l'homme, mais l'homme mis en question. Puisque tu parlais de Fourier, Fourier aussi a centré son étude, son questionnement philosophique dans le cadre d'une interrogation sur l'homme, mais pas du tout dans le sens kantien, dans le sens d'un examen, d'une analyse, d'une découverte des passions, et des passions étendues au-delà de l'homme. Pour comprendre l'homme, il faut également comprendre sa liaison avec la nature, sa liaison avec le monde, c'est-à-dire porter cette analyse passionnelle au-delà des perspectives étroites qui seraient celles des cantonner dans la simple psychologie humaine. Donc on trouve un petit peu cette orientation dans tout ce que l'on pourrait considérer comme appartenant à, sinon le programme de la philosophie qui vient, mais les perspectives, les intentions de la philosophie qui vient. Ce mot qui vient, on le retrouve, d'ailleurs il a eu une certaine fortune, mais on le voit utilisé dans un autre contexte, par Giorgio Agamben, dans un titre qui s'appelle « La communauté qui vient ». Lui, ce n'est pas la philosophie, mais c'est un petit peu ça également, la communauté qui vient, ça veut dire dans quel sens on peut comprendre l'homme, mais sans le comprendre en communauté, sans le comprendre dans son activité et dans comme le disait Guattari, ces agencements collectifs d'énonciation, de sorte qu'on pourrait dire la philosophie, c'est ça, c'est une sémiotique généralisée des agencements collectifs d'énonciation et également étendue aussi au mode d'existence dans les différents agencements, les différentes formes d'association ou de communauté auxquelles ils peuvent donner lieu. Une philosophie ne peut se cantonner autour d'un sujet. Ce sont des agencements collectifs. Elle ne connaît que le collectif. Elle ne connaît pas, dans une certaine mesure, en fait, toujours avec les attendus qu'il faut, elle ne connaît pas l'individuel, ou tout au moins elle ne connaît l'individuel que dans ses agencements collectifs. C'est la précision que je voulais aborder là pour donner un petit peu l'idée de cette orientation que tu as marquée en détachant peut-être cette idée qui avait été exprimée par moi de philosophier ou philosopher
transformant cela en une sorte de verbe actif, la pensée de quelqu'un qui n'était pas du tout philosophe, qui a même écrit avec causticité d'une façon permanente contre les philosophes, en entendant par là ce qui était à la fois en une sorte de continuité avec lui, mais qu'il détestait aussi, c'est-à-dire les philosophes du XVIIIe siècle, ceux de l'encyclopédie, pour avoir limité abusivement le champ de l'expérience, le champ d'investigation, à une certaine conception que nous appellerions bourgeoise, conventionnelle, limitative, restrictive de l'humanisme, alors qu'il est temps sa réflexion philosophique, par l'intermédiaire des passions en tant que force, non seulement psychique, mais en même temps cosmique, bien au-delà de ce champ, et qu'il comprend ainsi une expérience qui va à la fois permettre de ne pas sortir de l'homme, puisqu'il dit toujours il ne faut jamais transformer l'homme, il faut toujours partir de ce qu'est l'homme, pas le transformer moralement, mais adopter ses passions. Il ne faut jamais penser le changer. C'est bien l'homme réel qu'il entend étudier, mais entend qu'il est également relié par mille modes d'expression aux forces naturelles qui l'entourent. À ce sujet, je remarque simplement dans ce que tu as dit, à un moment, tu rejettes ou tu parles, je ne me rappelle plus à quel endroit exactement, mais le mot a été prononcé, de celui de monade, en tant que la monade serait quelque chose de fermé sur soi. Oui et non. La monade leibnizienne est une expression, un reflet, une expression de l'ensemble des autres, de l'univers, c'est-à-dire de l'univers. Donc, on peut bien dire qu'elle est close, elles sont toujours, les monades sont fermées sur elles-mêmes, elles sont sans porte ni fenêtre, selon l'expression leibnizienne, mais en même temps, cet univers, elles le contiennent en elles-mêmes, en tant qu'en étant le reflet ou l'expression ou la représentation. De sorte que par une sorte de déplacement et d'extension de l'analyse leibnizienne, on peut aller jusqu'à dire, et c'est ce que n'hésite pas à dire Michel Serres dans un livre, dans une préface qui préface un livre appelé L'être et la relation, que cet être des monades est en fait totalement relationnel et qu'il n'est pas du tout à concevoir comme étant un être clos, mais comme étant constitué par des relations, des reflets entre monades. Donc, ça serait inexact dans une certaine... C'est à la fois vrai, exact au point de vue littéral, mais de dire que la monade est close sur elle-même, mais c'est inexact dans la mesure où on entendrait qu'elle n'a pas de relation. Elle porte en elle-même l'ensemble des relations qu'elle peut entretenir avec l'univers. C'est ça que je voulais dire. Bon, je donne la parole alors à ceux qui auraient à demander quelques précisions. On en a, il ne faut pas être trop long, il faut être un quart d'heure, et puis au bout d'un quart d'heure, on termine. Constantin, oui. J'ai deux remarques à faire. Premièrement, en ce qui concerne l'utopie de Mercier, je pense qu'il y a quand même une dimension d'espace, parce que l'utopie merciérienne est la première utopie où l'on trouve un lieu exact, qui est Paris. Mercier imagine Paris, imagine le devenir de la ville même de Paris
quelques années plus tard, beaucoup plus tard. Donc il y a vraiment une dimension révolutionnaire, comme tu l'as dit, mais il y a aussi une dimension de jeu. Ensuite, je vais faire, je vais exprimer en différents points de vue en ce qui concerne la lecture de Zizek. Zizek est un élève de Lacan de manière assez forte. Il parle la langue de Jacques Lacan. Moi, je pense qu'on ne peut pas placer Lacan du côté du conservatisme d'un coup. Il est vrai que, en ce qui concerne mai 68, à Vincennes, il y a eu une conférence de Lacan où il y avait des étudiants qui s'exprimaient contre lui, et Lacan a dit le fameux vous êtes contre moi, vous êtes révolutionnaire parce que vous désirez en être. Donc, c'est une thèse de Lacan. Zizek est inscrit dans la même veine quelque part. Il a soutenu son thèse de doctorat sous la direction de Jacques-Alain Miller, une thèse qui porte sur Hegel, sur le symptôme d'Hegel. Il lit Hegel comme un symptôme. Donc, les choses sont vraiment compliquées là. Quand Zizek parle du terrorisme, il se réfère à l'autre non barré de Jacques Lacan. Il parle d'une manière provocatrice, c'est sûr, mais moi, je ne dirais pas qu'il est conservateur. Le fait qu'il est un des collaborateurs de Badiou, à mon avis, prouve bien qu'il n'est pas conservateur, entre guillemets. Mais le jargon lacanien, bien évidemment, pose beaucoup de problèmes. C'est ça. Oui, si je peux répondre sur le point que tu évoques à propos de Zizek, je ne qualifiais pas Zizek en fait de conservateur, bien que j'ai parlé avant du conservatisme des intellectuels et que dans cette lignée on aurait pu penser que je considérais Zizek comme un conservateur. Non, je pense que Zizek se définit comme un révolutionnaire, au même titre que Alain Badiou, sauf qu'il les fait dans des formes assez contestables, si je puis dire, ou déjà codifiées. Quand il se revendique comme stalinien, le mouvement communiste stalinien, ou marxiste-léniniste, ou maoïste, se sont toujours définis comme révolutionnaires. Donc, en soi, ce n'est pas des conservateurs. Ils veulent changer les choses, ils veulent changer la société. Quand il parlait d'évolution, de révolution, oui, mais ça a été décalé dans le temps. Oui. Moi, je parlais simplement qu'un certain nombre d'intellectuels, mais c'était juste pour pointer deux épiphénomènes, à la fois Zizek et puis Cohn-Bendit, qui publie un livre qui s'appelle Forget 68, au même moment, ou à quelques années de distance, où Nicolas Sarkozy, dans sa campagne de 2007, disait il faut liquider 68. Voilà, c'était ça. C'était plutôt une sorte d'attention accordée au langage. Le fait qu'ils disent, même je sais, même qu'il est provocateur, mais quand il dit un acte de liberté authentique ne peut se faire que dans la terreur,
Alors, peut-être qu'il fait référence à la terreur de la Révolution française, donc tout ça, c'est à mettre avec des guillemets. C'est sûr qu'il fait beaucoup de... Je ne savais pas qu'il était élève de Lacan, mais qu'il fait beaucoup de provocations, de distorsion de mots. Et il essaie de faire bouger les choses en soulevant des contradictions, en mettant les gens devant leurs propres contradictions, etc. C'est sûr. C'était juste sur un petit point qui m'avait choqué, à savoir quand il dit je aime la 68. Quoi. Et où, à la limite, on pourrait le comprendre, mais il poursuit en disant trop de liberté, trop de jouissance. Donc on comprend pourquoi il est la 68. C'est ça. Alors après, peut-être aussi, là, du coup, j'ai mal interprété, parce que si on l'interprète d'un point de vue lacanien, le problème du désir chez Lacan, c'est quand même le manque. Il y a le problème du signifiant, il y a le problème de l'objet barré ou du sujet, etc. Alors là, du coup, je ne suis pas assez féru en théorie lacanienne pour te répondre là-dessus. Parce qu'effectivement, tout peut porter à faux. Quand tu dis, tu rappelles que Lacan disait si vous êtes révolutionnaire, c'est parce que vous désirez un chef. On peut dire aussi que chez Lacan, à la limite, il n'y a pas de jouissance, ou que la jouissance est toujours dans le manque, etc. Donc quand il dit 68, ça représente la jouissance. Donc s'il n'y a pas de jouissance, c'est que en fait, mais 68 est un leurre, etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses chez lui qui ne sont pas digérées pour nous et qui balancent effectivement de manière provocatrice, et que si on replace dans le terrain de la théorie de Lacan, les choses prennent un sens. Et donc elles ont un sens pour lui, pas forcément pour nous, qui sont plus dans un langage philosophique habituel, où effectivement l'offensive de Lacan, qui venait aussi de Hegel d'ailleurs, Lacan ayant étudié Hegel, je veux dire, donc qui avait une part de philosophie. C'était pour ça aussi que la théorie de Lacan interroge le champ philosophique, mais c'est quand même une offensive. Je veux dire, Lacan, je ne peux pas le traiter d'anti-philosophe, mais d'attaque contre la philosophie sur un certain point. Donc, ne serait-ce que pour faire bouger les concepts, et on s'aperçoit que certains mots utilisés par Lacan veulent dire souvent l'inverse en philosophie. Donc, cette histoire-là, d'ailleurs, ce rapport entre 68 et le lacanisme est défini et précisé d'une façon très nette par Guattari, puisque Guattari appartenait, lui, à l'école de Lacan, il appartenait au séminaire de Lacan, il a avec Deleuze, ils ont écrit l'anti-Oedipe, qui est au fond, qui se situe à ces époques-là, c'est-à-dire en 72. En 72, maintenant, qui est à sa matière, justement, en 68. Bon, Lacan, la pensée de Lacan, en elle-même, on pourrait dire, elle a un certain rapport, à la fois par les gens qui appartenaient à son entourage, à ses disciples, et à la fois sans doute par sa matière avec les mouvements de 68, mais enfin ce rapport est extrêmement difficile à déterminer, et il n'aurait jamais donné, la pensée de Lacan elle-même n'était pas une pensée propre à débousser sur disons, c'est pas une révolution, appelons ça quand même révolution, sur une révolution quelconque. Il a fallu quelque chose d'autre, qui est précisément cet extérieur, cette dynamique de groupe, cette transversalité du groupe, cette collectivisation, ce déplacement par rapport à ce que Deleuze et Guattari ont appelé le signifiant, qui a permis de faire qu'il y a une conjonction, une sorte d'ouverture de toute cette pensée
psychanalytique sur les mouvements de 68, sinon il ne les aurait jamais en domaine. C'est un peu vain de chercher un rapport en dehors de cela. L'aspect 68 du lacanisme, on peut le trouver dans l'anti-Oedipe, c'est pas ce que ça a donné. Moi, je crois que c'est ainsi que je vois les choses, personnellement. Je ne sais pas si c'est toi-même. Donc, ta première remarque, pour y répondre. Mais maintenant, il y avait l'antipsychiatrie aussi. Lacan, je ne sais pas. Là c'était aussi beaucoup plus complexe d'ailleurs, parce que ça débordait d'une façon très large la psychanalyse théorique, bien que la psychanalyse théorique ait eu des rapports avec l'antipsychiatrie, avec Laing, avec comment il s'appelle, Cooper. Ce sont des gens qui ont été en relation, en tant qu'il y avait critique du sujet, critique du moi, critique du familialisme, etc. Il y avait beaucoup de choses qui étaient en commun et qui faisaient partie de cette orientation critique, mais qui quand même sont très hétérogènes par rapport à ce qui s'est concrétisé dans ces mouvements antipsychiatriques, et d'ailleurs n'ont pas vu non plus de succession, institutionnelle, qui n'ont pas donné grand-chose, qui ont plus ou moins pénétré dans l'institution, mais on voit bien à l'heure actuelle qu'il y a d'énormes critiques, etc. Ça ne peut pas se schématiser très facilement. Il y a toute une histoire très complexe qui se situe autour de cela. Les diversités des mouvements, à commencer par exemple par celui de Deligny, par exemple, dont la position est très particulière, très spéciale. À l'heure actuelle, les mouvements, il est très difficile, je serais incapable personnellement, bien qu'étant en relation avec Chimère, avec les gens de Chimère, je serais incapable, je dois dire franchement, de déterminer quelle est leur position dans ce domaine de la psychiatrie. Il y avait un moment où c'était concrétisé par la critique institutionnelle qui avait été faite à Laborde. À l'heure actuelle, je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Et dans les méthodes aussi, les méthodes de groupe, les méthodes également même psychologiques sont faits par des traitements curatifs qui sont de nature essentiellement quant à la psychologie du comportement, appartenant à la question au c'est tout un tas de choses des problèmes dans ce. C'est pour ça que le mot d'évolution, je crois que le mot d'évolution, il n'existe pas aucun game, c'est certain, dans l'après-midi des faunes, justement pour s'opposer à cette sorte de rigidité de la pensée révolutionnaire qui en fait est une pensée de transformation, et il est parlé d'expansion qui est en même temps une répétition, une reprise en compte de ce qu'elle transforme. Un simple déclenchement, ce n'est pas quelque chose qui est une véritable transformation. Oui, c'est-à-dire on remplace la bourgeoisie par le prolétariat, mais on garde l'État, on garde à la dictature de la bourgeoisie, on fait voilà. Dans le domaine partiel, mais enfin qui schématise un peu la situation, c'est un petit peu comme le moment où ça avait commencé avec Engels, par exemple, réfléchissant sur les mouvements sociaux et sur la transformation de la famille dans son livre sur la propriété privée, la famille, la propriété privée, en opposant la famille bourgeoise et la famille prolétarienne, le mariage bourgeois, le mariage prolétarien. Que chez Fourier, il y avait quelque chose qui était extrêmement intéressant, c'était la rupture institutionnelle
qui faisait qu'il ne s'agissait pas de qualifier révolutionnairement une institution par sa coloration révolutionnaire, mais de rompre, au contraire, totalement avec une certaine forme d'organisation. Et problème qui reste totalement valable encore à l'heure actuelle, et où l'on assiste aussi à une même répétition, c'est-à-dire on reprend en compte des formes institutionnelles pour les requalifier en leur donnant une allure révolutionnaire, alors que c'est une autre conception qu'il faudrait adopter. Dans ces domaines-là en particulier, celui de la vie privée, des mœurs, que ce soit l'homosexualité, le féminisme, etc., les institutions matrimoniales, on voit bien comment il y a quelque chose qui est une reprise en compte du même sous l'aspect du changement. Oui, tout à fait. C'est une repeinte. On repeint les bâtiments, mais c'est les mêmes, quoi. C'est ça. On garde la famille, l'État, la religion même. On colmate tout ça. Oui, ou l'école, par exemple. Dans l'enseignement aussi, il y avait ça ne veut pas dire que ce soit une pensée viable, ni une pensée qui historiquement a pu. Mais dans sa logique, c'est certain. L'éducation également n'est pas pensée à travers l'idée d'une école progressiste, c'est pensé à travers quelque chose d'autre. Donc c'est toujours la même chose. Il y a quelque chose que dans le mot de révolution, si on l'analyse de cette manière, là c'est quelque chose qui vaut en raison de l'orientation que prend l'analyse, et ce n'est pas lié absolument au mot lui-même, mais on peut retrouver, selon l'analyse que tu as faite, évolution, révolution, dans évolution, justement, cette rupture avec le ré du répétitif. Oui, c'était ça, c'était le fait de ne plus reprendre les mêmes formes. C'est ça. Parce qu'en fait, on est toujours dans le problème de la forme. Même Zizek le dit, si on étudie Hegel, ce qui compte, c'est le plus important, c'est la forme. On a ça avec Platon, on a ça, et en fait, tous les, entre guillemets, révolutionnaires ont cette pensée, sont soit platoniciens, comme Badiou et les platoniciens, et Zizek, il est bien. Alors avec ces pensées qui sont des pensées de l'État, qui sont des pensées de la forme, à chaque fois on repeint, mais on garde les mêmes bâtiments. Alors c'est inscrit dans la philosophie et c'est non pas indépassable, mais je dirais de décennie en décennie, les choses ne bougent pas parce qu'elles restent attachées à des fils de la forme immuable et restent accrochées à des valeurs formelles comme l'État, comme effectivement la famille. Et on voit bien dans les débats de la campagne électorale en France là, en fait c'est toujours travail, famille, patrie, école, etc. Religion. Et les grands thèmes c'est ça. On débat de l'État, de la patrie, de la nation, de l'identité nationale, défendre la famille, défendre le travail avec un grand T. Voilà. Et les choses concrètes qui sont derrière, ça ne veut pas dire que ce n'est pas des réalités, mais les choses concrètes qui sont derrière l'école, comme tu disais avec l'éducation, qu'est-ce qu'on fait avec l'éducation des enfants, etc. Les choses qui sont concrètes derrière l'État, l'emploi, pouvoir d'achat, chômage, etc. Quand il parlait de ce gros concept, je pense que c'est quelque chose qui était commun à toi, à Durkheim et à Gilles Deleuze, parce qu'on retrouve aussi dans l'abécédaire, où il parle des gros concepts, donc on va parler du droit, de l'État, tout ça avec des majuscules, et finalement, on ne creuse jamais derrière, on ne remet jamais en question ces formes, et on ne creuse jamais derrière quelles sont les réalités, les processus réels qui sont en jeu. Bon.
Eh bien, alors on peut considérer que c'est terminé. Non, en passant, on reprendra. Est-ce que tu peux venir la semaine prochaine pour écouter Jean Solaire? Je ne sais pas, la semaine prochaine. Peut-être. Je sais pas. Tu peux pas affirmer, mais Il parle sur la vie. On revient alors. Là aussi, on parle de la vie. On a abandonné le thème, mais la vie, on revient sur la vie dans l'œuvre d'Homère, qui serait lui-même est un helléniste compétent, mais en même temps méditerranéen, dans la mesure où il est un homme du Midi, un Catalan qui habite du côté de Perpignan et qui est très lié avec la nature, les coutumes, le paysage des pays méditerranéens. Donc, je suis sûr que cette conférence, cette causerie sera extrêmement intéressante. Tâchez à la fois de venir et de le communiquer par email ou autre chose, de façon à ce que le maximum de personnes puissent se déplacer le jeudi 22 mars, qui est en même temps, je le rappelle, l'anniversaire du célèbre 22 mars, où a été fondé ce à quoi a appartenu, je ne sais pas si c'est lui qui l'a fondé, mais enfin il était parmi les fondateurs. Le mouvement du 22 mars, ce à quoi a appartenu comme Mendic, précisément. Mais je crois qu'il y en avait d'autres qui appartenaient au mouvement du 22 mars. Je ne me rappelle plus qui c'était. Il y en avait qui étaient venus à Vincennes lorsque Vincennes a pris naissance, et dans le département de philosophie, qui est mort malheureusement, qui était un sociologue intéressant qui s'appelait Sturze. Il y en avait comme cela certains qui faisaient partie des mouvements du 22 mars. Qui a été à l'origine, pas du tout révolutionnaire dans le sens ni maoïste, ni trotskiste ou quoi que ce soit, mais qui était plutôt dans un sens assez anarchisant et situationniste, et qui s'est développé dans les universités, ce mouvement du 22 mars. Bon, allez, on applaudit. Parfait, et merci. Donc l'ensemble de sa chose a montré, c'est éliminé par l'ouverture de toutes les portes. C'est celui comme les portes. Ah, mais il y a des jeux aussi qui sont comme ça. Mais cette porte, non? On ouvre des portes dans des jeux électroniques. C'est comme ça. Il y a des portes qui s'ouvrent, il faut entrer en et tu ne peux entrer dans une que si tu as ouvert l'autre déjà. Ah, vous avez donné, mes petits, c'est ça. Merci, vous êtes bien aimables. Mais ton idée d'aborder par le jeu, il faudrait que tu en fasses une. Parce que là, tu pourrais t'adresser alors cette fois à Chimère, bien que Chimère. C'est parce qu'elle pense du tout, les réunions de Chimère qui doivent se tenir le 5, 3, 7. Qu'est-ce que c'est 7? Qu'est-ce que c'est le numéro 7? C'est un jeune garçon ou une jeune fille qui joue du ballon. Tu te souviens le numéro de recherche? Le sommaire, c'était un jeu de loi sexuelle. Oui. C'est un jeu de loi.